alors même que nous sommes déjà à un niveau très haut. On voit aujourd'hui qu'on a une situation qui est très tendue, avec encore une fois une 5e vague Delta qui a un plateau très haut, et puis une vague Omicron qui est en train de démarrer. C'est quoi le niveau d'inquiétude du gouvernement? Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, comment vous sentez les choses au plus haut niveau de l'État? Ils ne savent pas très bien en fait ce qui va se passer, parce que souvenez-vous, en fait, il y a un an, quasiment jour pour jour, le gouvernement avait à peu près les mêmes projections. Alors c'était pas le variant Omicron, c'était d'autres inquiétudes, mais en fait le gouvernement avait fait le pari politique de permettre aux gens de fêter Noël dans des conditions à peu près raisonnables. Et finalement, en fait, on avait survécu, on avait réussi tous, en tout cas collectivement, à passer Noël dans des conditions à peu près normales. Et en fait, il n'y avait pas eu de vague hospitalière telle qu'elle avait été prédite et décrite par un certain nombre d'instituts. Et face à cela, en fait, la difficulté pour le gouvernement, et c'est ce que disent les ministres qui sont en charge de cette question-là, c'est en fait, il y a un pari politique que fait Emmanuel Macron, qui est d'éviter à tout prix le reconfinement. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure. On va en parler dans quelques instants. Et du coup, donc, ils essayent vraiment de se focaliser là-dessus pour plusieurs raisons. On voit bien que, voilà, à l'extérieur, les autres pays européens, il y en a beaucoup qui se reconfinent. Et puis, il y a un sujet très politique, c'est-à-dire la campagne présidentielle qui arrive. Et Emmanuel Macron ne veut surtout pas que le Covid vienne entraver, vienne le contrarier en tout cas. Je vois bien les enjeux politiques et de mesure, mais est-ce qu'il se prépare, oui ou non, à une vague très importante? Est-ce qu'ils sont aussi en train de préparer le terrain dans les esprits, quand même Olivier Véran, quand il parle à nos confrères de Brut samedi dernier, parle d'une vague très forte, fugace, furtive, mais forte quand même? Alors oui, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire cette volonté de préparer les esprits pour que les gens surtout aillent se faire vacciner, et c'est quand même une logique très incitative. Et il y a quand même cette crainte réelle. Il y a 2 semaines, je ne vous aurais pas dit ça, mais en tout cas, aujourd'hui, au gouvernement, il y a cette crainte aussi quand même par rapport aux capacités de réanimation, qui reste quand même le point noir, qui n'a pas évolué en fait. Il y a même moins de lits aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a encore quelques mois. Et donc, pour le gouvernement, tout le défi quand même, c'est d'éviter... si vous voulez, le point de rupture qui consisterait à sélectionner des patients. Et c'est la raison pour laquelle, dès la semaine dernière, il y a des premiers patients du sud de la France qui ont été évacués vers la Bretagne. Ça nous rappelle quelques mauvais souvenirs. Mais en tout cas, voilà, le gouvernement fait le pari que ça fonctionnera et qu'on tiendra, même si, à mon avis, ce sera ça va être un exercice pas simple. Bonsoir Martin Blachier. Bonsoir. Je vous laisse le temps de respirer, mais à peine en fait, je ne vous le cache pas, parce qu'on avait un peu besoin de vous et de votre expertise. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je vais vous cueillir un peu à froid. Il ne faut pas m'en vouloir, mais il y a 2 semaines, vous disiez sur ce plateau même que la 5e vague, elle était terminée. Vous disiez Noël sera dans une phase descendante de l'épidémie. Ouais. On n'a pas l'impression que ce soit franchement le cas. Est-ce que vous en prenez acte? Et est-ce que, en fait, la situation est en train de devenir bien pire que ce que vous imaginiez? L'explication de texte, c'est quoi? Alors, personne ne sait ce qui va se passer, pour être tout à fait honnête, mais personne dans le monde ne sait ce qui va se passer parce qu'il n'y a aucun pays, pour l'instant, où le phénomène Omicron a pu être vraiment observé. Il y a un seul pays où il y a une vague Omicron, c'est l'Afrique du Sud. Et on a eu une vague de cas, effectivement, ce fameux raz-de-marée, mais on n'a pas eu d'hospitalisation et on n'a pas eu de décès. Le deuxième pays où c'est arrivé, c'est la Grande-Bretagne. On a effectivement la vague Omicron qui déferle. Pour l'instant, on a eu 100 hospitalisations Omicron et 12 décès. Aux Pays-Bas, ils ferment avant de voir ce qui peut se passer. Et au Danemark, on n'a pas encore le phénomène. Le phénomène Delta que j'avais décrit, on l'avait très bien décrit. Et on est arrivé au pic Delta. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé l'a dit. Et aujourd'hui, on est à un pic. On n'est pas dans une phase d'expansion importante de la vague Delta. Mais ce qui se passe, c'est que la vague Omicron prend le relais. Et personne ne peut vous dire aujourd'hui ce qui va se passer avec la vague Omicron. On fait des scénarios. On a passé le week-end à faire mouliner nos modèles sur l'Omicron. On a tout qui est possible. On a effectivement une vague Omicron qui peut s'ajouter à la vague Delta et qui, de façon très rapide, doublerait le nombre de patients en réanimation. C'est-à-dire qu'on passerait quasiment d'un niveau de 3 000 aujourd'hui à 6 000 de façon extrêmement rapide. Je rappelle que 5 600, 6 000, c'est à peu près le niveau qu'on avait au mois d'avril. En fait, on rejoindrait la vague d'avril, mais de façon rapide. Donc c'est vrai que ça serait un vrai choc pour l'hôpital. On a des scénarios où ça ne monte pas autant, mais ça prolonge un petit peu le pic de la Delta, plutôt jusqu'à février-mars. Et puis, on a des scénarios qui sont avec cette fameuse baisse de virulence du variant Omicron par rapport au variant Delta, et qui ferait que finalement, quelque part, ça améliorerait la situation en faisant redescendre rapidement ce plateau. Aujourd'hui, personne ne peut vous le dire. Et ceux qui vous disent que c'est possible de savoir ce qui va se passer, je pense qu'ils mentent parce qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire, on n'a aucun pays où cette vague Delta est passée et
et où on sait exactement l'impact hospitalier en termes de décès que ça a pu avoir. J'ai entendu le dernier scénario qui dit que ça pourrait bien se passer, donc on va y revenir. On a un peu envie de s'y raccrocher, mais il y a aussi des données qui sont moins rassurantes. Quand je vois l'étude de l'Imperial College encore, qui a été publiée ces dernières heures, qui dit que le risque d'être réinfecté est 5,4 fois plus important avec Omicron qu'avec Delta. Mais n'arrivons toujours pas à prouver si c'est plus dangereux ou pas. Est-ce que vous savez le taux de réinfection avec le variant Delta ? Eh bien non. Parce que 5 fois plus que quoi ? C'était 1,7%. Ouais. Donc 5 fois plus qu'1,7%, c'est autour de 8%. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on ait cette donnée, parce qu'il est tout à fait possible que l'immunité naturelle ou que la vaccination fasse qu'il y ait un certain nombre de cas symptomatiques qui deviennent asymptomatiques. Or, toutes les données qu'on a, ce sont sur des données symptomatiques. Donc encore une fois, il faut faire attention. Je pense que l'Imperial College fait le pire du pire des scénarios, mais pour l'instant, il n'a été observé nulle part, et je ne suis pas sûr que la robustesse de ce scénario soit très importante. Honnêtement, aujourd'hui, on va d'une amélioration de la situation jusqu'à une situation qui paraît à peu près apocalyptique. Moi, je peux les faire, ces simulations aussi. C'est à peu près les 6000 patients dont je vous parle. Mais je ne suis absolument pas sûr qu'ils se produisent. Dans une semaine, on saura. Si dans une semaine, au Royaume-Uni, on n'a pas de très nombreux patients qui arrivent en réanimation, ça voudra dire que ce n'est pas ce scénario-là qui est le scénario véritable, et qu'il y a bien effectivement quelque chose avec ce variant Omicron sur sa virulence. Et donc, j'en viens au scénario effectivement donc le plus rassurant, dans lequel vous dites que Omicron potentiellement va atténuer la vague Delta. Vous dites qu'on le saura assez rapidement. En gros, pardon, je vais le dire avec mes mots très simples. On peut imaginer qu'en effet, Omicron submerge Delta, mais comme Omicron serait moins grave, en gros, le plus gentil mangerait le plus méchant. C'est à peu près ça. Et donc, ça se passerait un peu mieux. Mais il faut dans ce cas-là que Omicron soit beaucoup, beaucoup plus gentil que le Delta. Aussi plus gentil que le Delta que ce qu'on a observé en Afrique du Sud. Je rappelle qu'en Afrique du Sud, ils ont une explosion de cas Omicron. On n'a quasiment pas eu de décès, ça n'a pas décollé et quasiment pas d'hospitalisation. Et ça, comment on l'explique ? Les gens vont vous dire, c'est la structure d'âge de l'Afrique du Sud. Les gens en Afrique du Sud sont extrêmement jeunes. Oui, mais les vagues précédentes, les gens étaient déjà jeunes et ils ont eu des décès, des hospitalisations. Donc ce qui se passe sur cette nouvelle vague Omicron en Afrique du Sud est très difficile à expliquer. On va aussi vous donner la deuxième explication qui consiste à dire oui, mais comme en Afrique du Sud, ils ont peu de vaccins et que finalement, ils ont peu confiné, les variants précédents ont énormément tourné, créant une grosse immunité naturelle, ce qui fait qu'on n'a pas eu d'hospitalisation. Oui, mais dans ce cas-là, l'immunité naturelle n'aurait pas fait qu'il y ait eu autant de cas en Afrique du Sud. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de s'y retrouver avec tout ce type de données. Elles ne sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Et donc, on va être un petit peu obligé d'attendre de voir ce qui se passe. Alors, il y a différents points de vue, bien sûr, qu'on essaye d'entendre, d'autres modélisateurs, d'autres épidémiologistes. On vous fait des infidélités, il ne faut pas nous en vouloir. Des chefs de réanimation, par exemple. Jean-Stéphane Dersin, lui, nous disait, c'était encore ce week-end, on était ensemble, Roland, qu'il fallait effectivement regarder le Royaume-Uni et qu'on va dépasser les 100 000 contaminations quotidiennes assez vite. Et puis, quand on demande à certains d'évaluer la situation, ça donne aussi Gilles Pialou, qui n'est pas franchement rassurant. On va d'ailleurs peut-être l'écouter, regardez. Je suis très inquiet. Oui, je suis très inquiet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. La vague Delta, elle n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on dit. Donc, en plus, on ne sait pas si c'est un pic ou un plateau. L'Omicron, ça va extrêmement vite et ça ira extrêmement vite. Les contaminations, il faut le dire aux Français, c'est une mauvaise nouvelle, mais les contaminations, elles vont se compter à 6 chiffres. Que ça soit 100 000, 200 000, 400 000, on va changer de dimension. Voilà, on va changer de dimension. Mois de janvier terrible. Moi, je m'en fiche qu'il y ait des contaminations. Je veux dire, qu'il y ait des contaminations, c'est pas ça qui va nécessairement remplir mes services hospitaliers. Et les extrapolations à 400, 500 000 contaminations par jour, je les ai aussi dans mes modèles. Donc, il ne m'apprend rien en disant ça. La question, c'est l'impact que ça aura sur l'hôpital. Ouais. La question, c'est l'impact qu'aura cette circulation Omicron sur une population dont l'immunité est celle qui est l'immunité de la population française, en 2 et en 3 doses, plus la circulation des variants précédents qu'il y a eu par-dessus ou avant cette immunité vaccinale. Et ça, personne ne le sait. Et comme je vous le dis, comme il n'y a aucun pays où c'est arrivé avant nous, et le seul exemple qu'on a, c'est l'Afrique du Sud, mais il y a tellement de différences par rapport à nos pays européens, ça ne peut pas vraiment nous servir de référence. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a aucun signal, comme je vous dis, au Royaume-Uni. On a 100 hospitalisations Omicron, 10 décès. Donc affoler les gens sur des chiffres de contamination, je ne pense pas que ce soit utile. Par contre, il faut prévenir qu'effectivement, il y a certains scénarios où on a une certaine pression sur l'hôpital et il faut la chiffrer. Moi, je la chiffre à 6 000
patients, si jamais vraiment on est dans le pire des scénarios. 6 000 patients, ce n'est pas l'apocalypse qu'annoncent les Anglais. Quand les 6 000 ? Mais c'est très rapide. C'est vraiment un phénomène qui est extrêmement rapide. Olivier Véran, effectivement, jours. dit que ça peut être une vague furtive, fugace. Ça peut aller très vite, très fort, Furtif, mais très rapide. Furtif, c'est ce que j'espère, c'est-à-dire avec un faible impact hospitalier. Fugace, pardon, rapide. Ça va être un blast, c'est-à-dire ça va vraiment être une explosion. Donc mais ça, il a raison quand il dit ça. C'est-à-dire que ça ira tellement vite que de toute façon... C'est un peu pour ça que les Hollandais confinent. C'est qu'ils disent on confine en attendant de voir ce qui va se passer, en attendant de voir ce qui va se passer en Grande-Bretagne. On va parler des mesures dans quelques instants. Je reste vraiment sur la question de l'épidémiologie, sur votre matière. Certains disent, quand bien même ce ne serait pas beaucoup plus à l'hôpital, c'est un peu plus sur beaucoup trop déjà. C'est un effet d'accumulation. C'est-à-dire les non-vaccinés qui pourraient être touchés, plus ceux qui ont reçu double dose, dont l'immunité baisse, qui pourraient être touchés. Potentiellement, on va voir ça tout à l'heure aussi, ceux qui ont 3 doses qui seraient touchés. Même si, au final, ça fait que quelques malades en réanimation, ça en fait quelques-uns dans des services qui sont déjà saturés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'addition, quoi. Les calculs que je vous donne prennent bien évidemment compte de tout ça. On prend les dernières données, qui sont les données de Discovery, qui considèrent l'efficacité d'Omicron sur les formes sévères chez les doubles vaccinés, chez les triples vaccinés, chez les gens qui ont eu les vaccins plus attrapé le Covid, chez les gens qui ont attrapé le Covid et qui ont eu des nouvelles doses. Donc tout ça, c'est des données qu'on met effectivement dans un gros calculateur et on obtient ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, effectivement, c'est les gens qui le perçoivent. Nous, on l'a calculé et c'est pour ça qu'on a des scénarios, effectivement, où ça va tellement vite que ça remplit un peu plus les services de réanimation en prenant en compte toutes ces différentes combinaisons qu'il y a entre la rencontre de l'Omicron et les différents Français qui ont des schémas immunitaires tout à fait différents en fonction du nombre de doses qu'ils ont reçues et du fait d'avoir rencontré ou pas le variant et quand ils ont reçu leur dose, puisque vous savez que cette immunité, pour complexifier tout, elle varie au cours du temps en fonction du moment où vous avez reçu votre dernière dose. Bon, et d'ailleurs, on va prendre le temps d'examiner tout ça parce que c'est complexe, mais on a envie d'y voir plus clair quand même. Roland Quérol, vous êtes plutôt partisan du « on arrête d'affoler les troupes ». Et donc, du coup, quand vous voyez tout ça, vous pensez quoi? J'ai regardé les données toute la journée et je pense que tout ce qu'a dit Martin Blachier figure dans les données que j'ai vues. Mais je ne veux pas non plus croire qu'il y a ce que vous avez montré comme des désaccords possibles. Je crois que ça n'en est pas. Je crois qu'ils partent des mêmes données, qu'il y a un accord sur ce qui est en train de se passer, mais qu'il y a une impossibilité à prévoir ce que c'est exactement que la dangerosité de cette Omicron. Et que là, pour le moment, on est réduit aux hypothèses, à regarder heure par heure ce qui se passe ailleurs pour savoir si ça nous apprend plus. Et on ne le sait pas. Alors, c'est peut-être affolant de dire aux gens qu'on ne sait pas. Mais on ne peut pas faire comme si... Moi, je crois que Véran n'a pas tort de parler de 5e et de 6e vague, parce qu'il y aura de toute façon une 6e vague Omicron. Mais si c'est une 6e vague de centaines de milliers de gens qui sont atteints par une maladie qui n'est guère plus grave que la grippe passagère, c'est pas bien grave. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont la grippe. Et donc, c'est ça où on en est. C'est-à-dire qu'on se dit, ça va très vite. Voilà. On a vu que la contagion en Afrique du Sud, la contagion en Angleterre, ça avait été extrêmement rapide. Aujourd'hui, ça a commencé assez rapidement. Bon, 7% d'après Santé publique France, ça veut dire que c'est là, que c'est probablement plus important en effet, comme on l'a dit dans vos indispensables, et que ça va déferler. Ça, c'est une certitude en revanche. Je crois que toutes les projections montrent la certitude de cette progression inouïe qu'on va voir d'Omicron et le fait que Delta va reculer et va être remplacé. Ça, c'est à peu près certain. Mais, et alors? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment plus mortel, plus dangereux, conduit forcément plus en soins critiques? Pas sûr. Alors, on en est réduit à regarder, dire aux gens, il ne faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Il faut regarder ce qui se passe et en fonction de ça, on prendra des mesures. Ce serait d'une certaine façon absurde de prendre des mesures devant des phénomènes qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'analyser. Donc moi, j'en suis resté là et je dirais qu'évidemment, le problème que tout le monde se pose, et d'abord les pouvoirs publics, c'est celui de l'hôpital. C'est cette crainte d'être submergé. Alors certains en profitent pour régler leur compte sur la situation de l'hôpital, sur ce que les pouvoirs publics n'ont pas fait depuis longtemps, sur le fait que les augmentations sont ou pas suffisantes. Ouais, on ne va pas rouvrir ce débat qui est important. Vous allez voir qu'on va y revenir. Non, mais bien sûr, mais on l'ouvre régulièrement, vous le savez, Roland. Voilà. On l'ouvre quasiment tous les soirs, le dossier. Voilà, je sais bien. Donc mais en fait, je lève les bras parce qu'en fait, je crois qu'on doit avancer. Même si on se dit que l'hôpital, aujourd'hui, n'est pas submergé, et il ne l'est pas, il peut absorber encore plus, et il le peut. On ne sait pas. Olivier,
Voilà, s'il pourra supporter toute la vague qui viendra. Qui va arriver. Et c'est là qu'il peut y avoir une inquiétude. Olivier Babot. On a l'impression, en nous écoutant depuis tout à l'heure, pourtant nous sommes, je crois, on fait un grand effort de pédagogie, nous-mêmes, d'essayer de comprendre les choses et de discerner. On a l'impression qu'on est tous, le gouvernement compris, dans un bateau, dans une purée de pois, qui navigue dans une mer d'iceberg. Bon. C'est sûr que présenté comme ça... Non mais c'est pas cette impression-là que ça donne un petit peu. On n'est pas tout à fait sûr qu'il y a un truc devant. Il y a peut-être une ombre, mais en fait non, mais finalement peut-être. Est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il ne faut pas tourner? Finalement c'est ça, ce que les décideurs doivent faire aujourd'hui, c'est ça qu'on doit commenter. Alors, sur la capacité à voir un petit peu ce qui se passe devant, les chiffres britanniques, eux, ils sont capables de dire, aujourd'hui à Londres, 83% des cas, c'est du Omicron. D'ailleurs, de plus en plus, il est quand même mal nommé, parce qu'Omicron, c'est plutôt Macron qui l'aurait appelé. Oméga, voilà, ça on aurait pu le dire, mais c'est l'idée de grand plutôt que petit. Et donc, eux, ils sont capables de le dire. Pourquoi nous, on n'est pas capable de dire la place du variant? C'est tout simplement qu'on séquence très peu. Et moi, je trouve que c'est peut-être un problème, parce que pour faire tourner nos modèles, c'est-à-dire pour monter un peu comme la vigie qui monte sur le mât, pour voir un petit peu, gagner quelques mètres et nous permettre de faire le tournant au dernier moment, je pense que peut-être qu'on manque des outils pour arriver à bien lire ce qui se passe. C'est quand même dingue qu'on en soit à dire, oui, on ne sait pas très bien, tiens, on va voir, finalement, on jugera une fois qu'on sera sur l'iceberg. C'est un peu tard, quoi. Rachel Kahn. Oui, je partage bien évidemment. Après, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Roland Quérol tout à l'heure, cette question de on ne sait pas, de cette question de l'imprévisibilité et de l'inconnu. Lorsqu'on ne sait pas, alors on a parfois le principe de précaution qui ressort, mais là, c'est véritablement mettre tout ce qu'on sait en place, nous, citoyens, pour nous prévenir des infections, puisque c'est extrêmement complexe. Je ne suis pas ni biologiste, ni scientifique. Donc, en fait, la seule manière dont nous, intimement, on peut agir, c'est accumuler l'ensemble des gestes barrières, de la vaccination, de tout ce qu'il faut faire, et des tests, etc. Voilà. Juste parce que pendant qu'on est en train de parler, il y a une barre, il y a toujours des moments un peu symboliques qui viennent d'être franchis. C'est celle, cette fois, des 3000 patients en réanimation qui est passée ce soir-là même. Donc bien sûr, ça va continuer d'alimenter en tout cas nos réflexions. On va avancer du coup avec cette donnée justement. Vous voyez bien que dans le reste de l'Europe, les mesures de restriction se multiplient. Le reconfinement est même par endroits carrément de retour. Des pays qui sont vraiment pas très loin de chez nous. On va voir ça ensemble. La France a fait un tout autre choix. Alors le gouvernement a-t-il raison de penser que nous avons plus de cartes en main que nos voisins, que l'équation vaccination, responsabilité, puis on souffle pour Noël, peut-être la bonne équation, c'est le retour donc du pari. On va d'abord regarder comment ça se passe tout autour de nous, ces mesures de restriction. On fait le point, les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Et donc face à cette déferlante, l'Europe serre la vis. Quels sont les pays qui ont pris ces mesures de restriction les plus sévères? Le tour de vis le plus spectaculaire est venu ce week-end des Pays-Bas, puisque les Néerlandais sont totalement reconfinés depuis hier. Jusqu'au 14 janvier, tous les magasins non essentiels vont rester fermés. Même chose pour les bars, les restaurants, les lieux culturels, les salles de sport. Dans la sphère privée, les habitants ne sont autorisés à recevoir chez eux que 2 personnes, sauf du 24 au 26 décembre et au Nouvel An, où la jauge est portée à 4. Quant aux écoles, elles ont fermé vendredi dernier, une semaine avant les vacances de Noël. Elles ne rouvriront pas avant le 10 janvier. Alors pourquoi de telles mesures? Eh bien parce que le gouvernement redoute la vague Omicron, alors que dans le même temps, la campagne de rappel patine. Là-bas, le taux de vaccination est assez élevé. Vous allez le voir, 84% de la population est éligible, contre 89% chez nous. Mais à ce jour, à peine 10% de la population a reçu sa 3e dose, soit 3 fois moins qu'en France. Les Pays-Bas sont-ils les seuls, est-il le seul pays en Europe à avoir reconfiné la population? À ce stade, oui, mais d'autres pays ont décidé de rétablir des mesures strictes. C'est le cas du Danemark, où tous les lieux de loisirs sont fermés pour 4 semaines. Théâtre, cinéma, salles de concert, parcs d'attractions. Les bars et les restaurants restent ouverts, mais ils doivent limiter leur nombre de clients et fermer à 23 h. Les jauges sont également rétablies dans les magasins et les lieux de culte. Le pays subit une très forte hausse du nombre de contaminations ces derniers jours. Vous le voyez sur cette courbe, le taux d'incidence est passé à 990 pour 100 000 habitants. Il est donc 2 fois plus élevé qu'en France. Et surtout, Omicron progresse vite. Sur plus de 11 000 cas recensés en 24 heures vendredi dernier, 2 500 étaient liés à ce variant. Même chose en Irlande, où les autorités estiment qu'il est désormais majoritaire. Conséquence, après la fermeture des boîtes de nuit il y a 15 jours,
Un couvre-feu a été décrété pour 6 semaines. À partir d'aujourd'hui, les bars, les pubs, les restaurants doivent baisser le rideau à 20h. Et puis la Suisse a frappé fort, elle aussi, vendredi. Elle a décidé d'imposer le retour du télétravail obligatoire à partir d'aujourd'hui. Et puis d'autres pays pourraient-ils envisager de telles restrictions ? Oui, des annonces sont attendues cette semaine au Royaume-Uni. Le ministre de la Santé l'a laissé entendre hier. Il est temps d'être plus prudent. Nous savons qu'Omicron se répand à toute vitesse. Là-bas, la situation est particulièrement inquiétante. Selon les projections, si rien n'est fait, le nombre de contaminations pourrait dépasser les 600 000 par jour d'ici la fin du mois. Même chose en Italie, où le gouvernement envisage de prendre des mesures dans les tout prochains jours. Les personnes vaccinées pourraient être par exemple contraintes de présenter un test négatif pour se rendre dans les lieux très fréquentés comme les stades ou les discothèques. Une réunion est également prévue mercredi en Belgique, où les scientifiques appellent à un renforcement des mesures, alors que dans le pays, le nouveau variant représente déjà 10% des contaminations. Même l'Allemagne change son fusil d'épaule. Oui, jusqu'ici, l'Allemagne misait uniquement sur la vaccination, comme c'est le cas en France. Mais face à la progression, à la propagation d'Omicron, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer des mesures dans les plus brefs délais. Une réunion d'urgence est d'ailleurs prévue demain avec les présidents de région. Et déjà, ce week-end, le gouvernement a annoncé la mise en place de restrictions aux frontières. L'Allemagne impose désormais une quarantaine aux voyageurs français, britanniques et danois non vaccinés. Et merci beaucoup Aurélie pour les explications. Merci aux équipes derrière ce travail. Comme tous les soirs, est-il nécessaire d'avoir des restrictions supplémentaires dans le pays? La question, elle va d'autant plus se poser que donc on a cette barre qui est franchie en France, des 3000 patients en réanimation. Le taux d'incidence, j'ai vu le chiffre passer à plus de 536, je crois, est aussi toujours en hausse. Voilà, 536,6%. Martin Blachier, est-ce que cela justifie d'aller plus loin? Non, mais je vais relier ma réponse à ce que je disais avant. On est dans une guerre des nerfs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a rien qui nous fait dire qu'on va vraiment se prendre la vague hospitalière. Mais les gens ont peur, les gouvernements ont peur. Ils ont appris à avoir peur. Et donc, sous la pression, ils ferment. Ce qui n'est pas le cas en France pour l'instant. Je trouve que sur cette vague-là et sur le phénomène Omicron, le ministre de la Santé a une bonne lecture. Et je suis d'accord avec lui. Ce qu'il faut, c'est faire les 3e doses à la population âgée. S'il y a une seule chose à faire, c'est ça. Parce que selon les données qu'on a, encore une fois, c'est assez parcellaire, mais ce serait très efficace pour limiter l'impact justement d'Omicron. Donc moi, je pense qu'on aura du mal à freiner la progression d'Omicron avec les mesures en plus que j'entends là. C'est-à-dire, par exemple, au Danemark, vous laissez les gens aller dans les boîtes de nuit et les restaurants et vous fermez les musées, les cinémas et les salles de spectacle. Donc c'est de la politique. Donc il y en a marre de ces mesures qui sont juste des mesures d'affichage. Donc soit vous pensez, si vous voulez vraiment freiner l'Omicron, globalement, il faut tout fermer. Et aucun pays ne le fait. Donc moi, je trouve que ça ne sert à rien du coup. Et si vous voulez faire quelque chose d'efficace, vous vaccinez pour limiter l'impact d'Omicron. Vous vaccinez en triple dose. Qui vous vaccine en triple dose? Les gens qui sont à risque d'aller à l'hôpital, toujours les mêmes, les personnes âgées. Là encore, on a envie de confronter, non, c'est un mot un peu trop sévère, mais de mettre en perspective les différents points de vue. Mahmoud Zourek, qui est un épidémiologiste dans le JDD ce week-end, dit que les mesures en France sont trop timides. On a l'impression, en gros, qu'il dit qu'on fait un peu l'autruche dans le pays, et il n'est pas le seul à le dire. Le conseil scientifique, c'est ce qui a résonné le plus fort encore ce week-end. On a vu un avis dans lequel il disait qu'il fallait aller plus loin pour le nouvel an. Le mot couvre-feu a une nouvelle fois été lâché. Ça, c'est de l'hystérisation de la part de ces représentants de la santé. Le conseil scientifique fait une fixation sur Noël et jour de l'an. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas ces dates-là. En fait, ils pensent que, globalement, les gens ne vont pas propager Omicron jusqu'à Noël et jour de l'an, et que Noël et jour de l'an va être le grand soir du variant Omicron. Je ne sais pas sur quoi c'est appuyé. Ce qui n'a pas été le cas l'an dernier. Ce qui n'a pas été le cas l'an dernier. Au Royaume-Uni, ils n'ont pas besoin de Noël et jour de l'an pour que ça flambe. Et dans tous les pays d'Europe. Donc la cinétique d'Omicron n'est pas liée à la date du 25 décembre et à la date du 31 décembre. Donc je trouve que ce sont des déclarations qui sont des déclarations symboliques, mais je ne vois pas à quoi c'est relié, parce que ça n'a jamais montré que ces fêtes de fin d'année faisaient exploser les différents variants, et le phénomène, il n'est pas relié à cela. Et c'est même probable qu'à Noël ou au jour de l'an, le phénomène Omicron sera déjà passé sur la plupart des pays d'Europe. Alors, je viens vers vous, mais je vais continuer quand même. J'ai la tête dure, mais c'est toujours, encore une fois, pour vous entendre aussi réagir. Les uns et les autres, vous entendre presque débattre à distance, c'est intéressant. Certains demandent des mesures donc supplémentaires. Par exemple, le professeur Casalino sur ce plateau, vous étiez là, Rachel, a lâché lui le mot carrément reconfinement. Ça a bien sûr fait réagir. Des mesures plus fortes, il n'est pas le seul à en parler, on va écouter. Est-ce que, pour vous, la France en fait assez face à cette menace Omicron? La question se pose. Je pense qu'il peut encore y avoir des adaptations en fonction de ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut au minimum, aujourd'hui, réduire le nombre de contacts. Ça veut dire redonner des jauges peut-être dans les restaurants, peut-être remettre des mesures type confinement.
pense qu'on est vraiment sur des phénomènes qui sont très complexes, comme j'essaie de vous l'expliquer au début. Donc, appeler à des confinements, il faut savoir exactement ce qu'on en attend. Si j'entendais quelqu'un dire il faut absolument se confiner le temps que toute la population âgée ait sa 3e dose, à la limite, je pourrais l'entendre. Bien que je pense que limite ce soit déjà trop tard de décider un confinement, de confiner toute la France. Et c'est tellement rapide, ça veut dire qu'il faudrait faire un confinement extrêmement strict. Je ne pense pas que ce soit sérieux. Donc je pense que la ligne qui est celle du gouvernement aujourd'hui est extrêmement raisonnable. Et je trouve que c'est une ligne qui est courageuse par rapport à d'autres pays d'Europe qui, elles, mettent en place des mesures où on sait que ça ne va pas marcher. Ce sont un peu des mesures d'affichage. Ils savent qu'il va y avoir une vague de contamination. Ils ne savent pas l'impact que ça a sur l'hôpital. Ils ne veulent pas qu'on leur dise « vous n'en avez pas fait assez ». Le Danemark qui ferme ses musées et ses salles de spectacle, évidemment que ça ne va avoir un impact que très limité. Donc vraiment, je pense que soit c'est un confinement strict et personne ne le souhaite et c'est infaisable. Donc accélérer la vaccination dans la population vulnérable, c'est la bonne voie, c'est ce qui a été mis en avant et c'est la seule chose à faire. Est-ce que, Louis Dragnel, chef du service politique de Europe 1, très informé, est-ce qu'il y a une clause de revoyure au mois de janvier ? Est-ce que l'idée, c'est de se dire, on laisse passer Noël et le jour de l'an, on laisse aussi, encore une fois, au passage, souffler un peu les Français, on prend notre part de risque également, mais en revanche, clause de revoyure au mois de janvier, et là, des mesures vraiment supplémentaires qui pourraient arriver? Alors, déjà, il y a des clauses de revoyure maintenant tous les 2 jours. C'est-à-dire que tous les 2 jours, il y a le ministre de la Santé ou alors le Premier ministre qui s'exprime. Vendredi dernier, ce n'était pas prévu du tout. Jean Castex s'exprime. Ensuite, les ministres sont quand même très présents dans les médias. Mais ce qui est sûr, c'est ce que vous dites. C'est quasiment sûr, pardon. En tout cas, aujourd'hui, on est trop près de la date de Noël pour imposer aux Français de nouvelles restrictions, de nouveau un éventuel confinement. Mais je rejoins ce que dit Martin Blachier. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, depuis le début de cette crise, il y a toujours 2 visions. Dans un cas, on vous fait une projection d'un modèle mathématique qui est une sorte de modèle pur et parfait, mais qui occulte complètement la vraie vie des gens. Et de l'autre, il y a vivre avec le virus, et c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que voilà, on attend de voir. Pour l'instant, les services de réanimation ne sont pas débordés. On attend de voir ce que ça va donner. Il y a une hausse des contaminations, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se testent. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de voir aussi une courbe qu'on pourrait mettre en comparaison avec la hausse des contaminations. C'est la courbe des tests. C'est-à-dire que plus vous testez les gens, évidemment, mécaniquement, plus on trouvera des gens qui sont contaminés par Omicron. Je ne dis pas ça pour minimiser, mais je dis simplement, vous voyez, je ne sais pas, même à titre personnel, moi je me suis fait tester juste là pour savoir comment j'allais fêter Noël, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait tester alors que je suis vacciné. Et je pense qu'il voilà, il faut rester assez raisonnable par rapport à tout ça. Et juste pour terminer, il y a un sujet quand même aujourd'hui qui est très politique et qui inquiète le gouvernement, c'est celui de l'acceptation sociale. C'est-à-dire que... et ça a toujours été le cas, mais avec le fait que maintenant on apprend que la première, la deuxième dose, voire la dose de rappel, parfois ne sont pas efficaces pour éviter d'être contaminé, voire d'être admis en service de réanimation, ça pose une vraie difficulté politique pour le gouvernement par rapport aux personnes qui n'ont jamais été vaccinées. Parce que vous avez ce discours qui commence à émerger, mais bien sûr. avec des gens qui vous disent « mais moi j'ai jamais été vacciné ». J'ai le même risque que vous qui êtes vacciné. Donc à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et donc ça pour le coup, politiquement, c'est assez compliqué. D'autant plus que ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron. C'est tous les pays d'Europe, enfin tous les décideurs politiques sont confrontés à cette question-là. On y revient dans un tout petit instant parce qu'on a de nouvelles données sur la vaccination. Ce sera l'occasion justement de s'arrêter là-dessus. Mais comme j'ai vu Martin Blachier faire juste la moue et que j'ai pas su interpréter, je vous demande. Non, mais je dis simplement que ce n'est pas les tests qui créent le phénomène Omicron. Il y a vraiment une explosion. Après, ce qui compte, c'est la taille. Moi, je vais être extrêmement provocateur, mais est-ce que si c'est 6000 le pire scénario, patient en réanimation, est-ce que ça mérite un confinement ? On peut se poser la question. Je rappelle que 6 000, c'était le niveau qu'on avait en avril, qu'on a certes 7 000 litres de réanimation, mais 20 000 litres de soins intensifs. Moi, si vous me posez la question, je pense que ça ne justifie pas un reconfinement. Le reconfinement, ça fait tellement mal à la population, et particulièrement en ce moment, je pense que ça ne le justifie pas. Le problème, c'est que quantifier ce phénomène, c'est extrêmement difficile. Nous, on pense que le pire scénario, ce serait plutôt ça. Donc, je ne suis pas pour un reconfinement. Oui, Roland Quérol. Parce qu'on parle de paris politiques. Prendre des décisions politiques, c'est prendre en compte en même temps les données scientifiques et les hypothèses des scientifiques, et prendre en compte l'état de la population et ce qu'il est possible de faire, simplement. Et il me semble que l'un et l'autre
conduisent plutôt à trouver raisonnable ce qui est fait aujourd'hui. Encore une fois, clause de revoyure, bien sûr. Moi, pour Noël, je suis à peu près sûr que ça va se passer comme ça. Je ne vendrai pas ma chemise pour un pari pour le 1er janvier. Donc il y aura évidemment, pour le gouvernement, à remettre sur la table ces estimations et regarder. Mais si... Sans doute avant. Je pense qu'à la fin de la semaine, déjà, il y aura rediscussion. La semaine, c'est Noël. À la fin de la semaine pour l'après-Noël. Oui. On en aura 8 jours et on en aura encore plus dans 15 jours. C'est donc dans ce délai-là qu'il faut prendre le bon moment pour agir. Et pas maintenant, assurément, ça ne sert à rien. Et il faut en effet faire l'hypothèse terrible que vient de faire Martin Blachier. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les modélisateurs? Qu'est-ce qu'ils nous disent comme scénario du pire? C'est là-dessus qu'il faut se fixer pour prendre des décisions pour ce qui concerne l'hôpital. Et si en effet le scénario du pire c'est 6 000, il faut continuer à laisser comme ça. S'ils nous disent c'est 25 000, on ne laissera pas monter jusqu'à 25 000. Là, ce sera beaucoup plus sévère. Il ne faut pas que la courbe soit telle qu'on puisse se dire qu'elle peut monter au-delà. C'est ça qui est important. Entre le médical et le politique, ça crée chez les citoyens quelque chose de très particulier, puisqu'on avait l'habitude que les médecins s'occupent de nous de manière un peu intime, un peu personnelle et intime. Sauf que le politique s'occupe véritablement de la société. Et nous sommes en France. Et le général de Gaulle disait que c'était très compliqué de diriger un peuple aux 246 fromages. Et là, en fait, non, mais c'est ça. Oui, et véritablement, chacun a son avis. Donc, cette ligne de crête entre les libertés publiques d'un côté et l'ordre public de l'autre, tout en considérant, parce que ce n'est pas simplement les vacances de Noël, hein, à chaque vacances, depuis 2 ans, on a eu, ce malaise-là, même pour les grandes vacances, pour les vacances de Pâques. Est-ce que nos vacances vont être préservées? Donc là, effectivement, moi je trouve que les décisions qui sont prises sont en train de ménager la chèvre et le chou, et que toujours cette vigilance et toujours s'adapter à cette responsabilité citoyenne. Mais au moment où on se parle, le gouvernement doit avoir un petit sujet vaccin tout de même, parce qu'il mise beaucoup sur le vaccin et sur son efficacité. Or, ces dernières heures, il y a des données concernant les vaccins qui ne sont pas extrêmement positives, qui ne sont pas les plus enthousiasmantes. Pour vous présenter les faits tels qu'ils sont, l'Institut Pasteur, par exemple, dans sa dernière étude, dit que le sang de personnes vaccinées avec 2 doses, il y a 5 mois, ne neutralise quasiment plus le variant Omicron. Et une 3e dose reste efficace, oui, 1 mois après l'injection, mais il est nécessaire d'étudier la durée de cette protection. Voilà ce que dit l'Institut Pasteur. Et avant ça, autre déclaration qui a fait grand bruit, c'est le PDG de BioNTech pour le vaccin Pfizer, le cofondateur du laboratoire à l'origine du vaccin ARN, qui a donné un entretien au journal Le Monde sur les données d'efficacité des vaccins avec ce nouveau variant. Il dit que le vaccin ne suffira pas. Même les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre le Covid-19. Selon donc ces déclarations. Alors, je pose la question autrement. C'est pas remettre en question systématiquement les décisions du gouvernement, mais est-ce que de fait, pas que la France, hein, les gouvernements vont devoir trouver d'autres solutions que le vaccin et urgemment, c'est ce à quoi ils sont appelés d'ailleurs déjà, parce que le vaccin n'est plus l'arme qu'elle était. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà, les résultats de l'Institut Pasteur, c'est encore toujours la même chose. Ils le font, il y a tellement de gens qui l'ont fait avant eux, c'est sur les anticorps. Et on le sait qu'effectivement, les anticorps ne marchent pas très bien sur l'Omicron. Les anticorps, c'est ce qui joue essentiellement sur le fait d'attraper la maladie. Ça ne joue pas forcément sur le fait de l'évolution de la maladie une fois que vous l'avez attrapée. Mais ça, on le sait déjà. On sait que 2 doses sur le fait d'attraper la maladie, c'est entre 0 et 20%. Donc c'est encore confirmé par l'Institut Pasteur. C'est très bien que les Français le refassent. Mais j'ai envie de dire, c'était déjà un petit peu acquis. Ce qu'a dit le patron de BioNTech, c'était que sur la transmission, effectivement, ça avait assez peu d'impact. Mais je veux dire, c'est un secret de polichinelle. On regarde un petit peu les données danoises, on regarde les données anglaises, on regarde les données sud-africaines. On voit bien que double, triple dose, ça ne protège pas tant que ça sur la transmission. La question, c'est vraiment sur ces formes graves. Je rappelle qu'en Afrique du Sud, la vague est passée, a fait des dizaines de milliers de cas et n'a pas fait de formes graves. Et le patron de BioNTech, il dit double dose, c'est potentiellement 70%. Avec la 3e dose, on pourrait retrouver 90-95%. Ce qu'il faut regarder, c'est les données sur les formes graves. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris dans la société française qu'on n'allait pas arrêter la circulation de ce virus. Donc moi, toutes les données qui parlent de la circulation, je ne les regarde même plus. Parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt, vu qu'on sait qu'on n'arrêtera pas la circulation de ce virus avec les vaccins. La question, c'est est-ce qu'on va empêcher une partie de la population âgée de tomber extrêmement malade et du coup de mettre de façon systémique le système de santé en danger? C'est la seule question qui compte. Et je trouve que les informations qu'a données le patron de BioNTech étaient plutôt rassurantes là-dessus.
Bon, ben voilà. Non, mais... à condition qu'on lise tous la même chose. Parce que moi, j'ai lu dans cette interview que la 3e dose, selon le patron de BioNTech, mais qui n'a pas de raison de dire des choses fausses sur les choses qu'il enregistre pour son vaccin, c'était 70 à 75% de protection sur les effets graves après la 3e dose. Pas, j'espère, 90, c'est après la 3e. Et que c'était en dessous pour les 2 premières doses. Et si j'ai bien lu, 70 à 75, c'est bien. Non, mais ça je suis désolé, je crois, j'ai lu l'article. Hein. Ça c'est les chiffres qu'il donne pour la transmission. C'est-à-dire qu'il dit c'est 70 pour le fait d'être PCR positif. En toute hypothèse, moi, même si je crois avoir lu 70 à 75, je trouve que c'est déjà bien. Et qu'il annonce d'ailleurs qu'ils vont faire essayer d'adapter le vaccin à une éventuelle nécessité. Mais de toute façon, ça renforce cette idée qu'il faut mettre encore plus la gomme sur la 3e dose. Et alors, moi, je suis d'accord avec vous sur l'idée que... Mais je pense qu'on était déjà d'accord là-dessus avec les vagues précédentes, qu'on ne faisait pas assez sur les personnes âgées, qu'on n'allait pas assez les chercher. C'est encore plus vrai maintenant. Évidemment, le doute qu'on peut avoir, c'est que si des gens ne sont pas allés pour la 1re et la 2e, ça va être de plus en plus compliqué de les envoyer faire la 3e, surtout qu'en ce moment, c'est plutôt dur de trouver des places. Hein. On va arriver justement à l'étape suivante, l'incitation à se faire vacciner. C'est dur de trouver des places, mais là, je trouve que ça n'a pas été la bonne stratégie du gouvernement. Pour le coup, là, je les critique, c'est qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir aussi rapidement à tout le monde. Ce qui comptait, c'était de vacciner des gens qui avaient plus de 65 ans. Et ces gens-là, il fallait leur faire un message quasi obligatoire. Aujourd'hui, j'avais d'abord annoncé ça. Dépendra de la capacité qu'on aura à vacciner cette population, et uniquement cette population. Le reste de la population peut aller à l'hôpital, mais c'est tellement moins important comme risque que ça ne met pas en danger le système de santé. Olivier Babot. Moi, j'essaye de faire le candide et de penser comme le français moyen. C'est pas compliqué puisque j'en fais partie. Français moyen qui n'a pas de formation en médecine. Moi, je m'étonne quand même de ces chiffres qui me paraissent quand même des mauvaises nouvelles. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est la létalité qui compte. Bon. Mais quand je fais un vaccin à mes enfants, la clause de revoyure, elle est 10 ans plus tard. C'est quoi ce vaccin? Est-ce que ça arrive qu'un vaccin comme ça, en quelques mois, ils perdent la protection? Est-ce que c'est pas un truc complètement nouveau? Je dis ça parce que je vois passer sur les réseaux sociaux, évidemment, des gens qui s'en étonnent, et qui s'en étonnent, évidemment, pour mettre en doute l'ensemble du récit, évidemment, autour des vaccins. Alors, est-ce que c'est pas une bonne occasion pour faire le point là-dessus et dire, bon, est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Est-ce que c'est pas très étonnant? C'est pas la première fois qu'un vaccin est finalement efficace pendant si peu de temps? Alors, médicalement parlant. Non, mais le meilleur exemple, c'est le vaccin de la grippe. Le vaccin de la grippe, vous l'adaptez tous les ans. Mais c'est pas la même souche, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué. Là, c'est exactement la. Donc en fait, c'est ça, c'est comme c'est un nouvel ennemi à chaque fois. Voilà, exactement. C'est un nouvel ennemi qui répond moins bien, donc vous devez vous adapter pour avoir la meilleure réponse possible. Donc le meilleur exemple, c'est la grippe, et d'ailleurs, c'est sur ce schéma-là qu'on va évoluer. Ça va aller vers un schéma grippal, un peu ce qui se passe sur ce SARS-CoV-2. Et c'est vrai que c'est des vaccins qui sont particuliers. Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'en fait, ils stimulent qu'une partie de votre immunité et une partie très spécifique. En fait, ils vont stimuler que certaines lignées lymphocytaires. Et donc, effectivement, vous avez une immunité qui est extrêmement ciblée, qui est un petit peu moins globale que ceux que les autres vaccins proposent. Mais je reviens à ce que disait Louis tout à l'heure. C'est le fait que ces données qui remettent en question l'efficacité du vaccin, en tout cas présenté à l'origine comme vraiment l'arme absolue, ça alimente l'idée que pourquoi nous pousser à ce point à la vaccination? On va y revenir. En plus, c'est un pass vaccinal si, après tout, le vaccin n'est pas si efficace. C'est ce que vous disiez, Louis. Ça absolument. Et d'autant plus que l'an dernier, moi je me souviens très bien, au gouvernement, sur la table d'Emmanuel Macron, il y avait des projections qui étaient catastrophiques. Et en fait, ça s'est absolument pas produit. Et donc si vous voulez, quand il y a une accumulation de toutes ces données qui, objectivement, sont... j'ai aucun crédit pour le dire, mais c'est plus l'expérience de ce que je raconte, qui n'ont pas du tout montré leur infaillibilité. Donc ce sont des études qui sont vraiment contestables, puisqu'elles sont très fraîches, elles méritent d'être confirmées. On peut comprendre certaines personnes qui se disent mais à quoi ça sert? Et si vous agrégez à ça la lassitude, plus le fait que Olivier Véran avait promis la construction la création de lits de réanimation qui ne sont jamais venus et qu'on a plutôt moins de lits de réanimation. Et si vous voulez, il y a plein de gens qui comprennent plus rien. Et là-dedans, ce ne sont pas que des fous, des complotistes. Si vous voulez, c'est nous, notre métier, enfin moi je vois mon métier en tout cas, c'est de suivre ça politiquement toute la journée. Donc nous, on est très informés, il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des petites nuances parfois, mais pour des gens dont le métier, ils font autre chose dans leur vie, ils entendent ça, l'information arrive jusqu'à eux de cette manière-là. Et honnêtement, moi je peux comprendre rationnellement et objectivement avec des gens qui sont de bonne foi, ils se disent mais tout le monde se moque de nous. Non mais
si vous voulez, aujourd'hui, vous avez 25 ans, ou imaginons vous avez 35 ans, et vous avez 2 enfants qui sont à l'école. Aujourd'hui, on vous propose de vous faire une 3e dose et de vacciner vos enfants. Moi, je suis conscient que vous dites, mais pourquoi? Vous me dites qu'il y a un vaccin qui n'empêche pas la transmission virale. Moi, je ne suis pas à risque, et mes enfants, a priori, ne sont pas à risque, et vous me demandez quand même de me vacciner. Et il n'y a plus de place pour les personnes âgées pour aller faire leur dose de rappel. Donc les gens qui disent ça, moi, je les comprends, et j'ai rien à leur répondre. J'ai envie de dire, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. En revanche, la population âgée, ne pas lui faire son rappel, c'est gravissime. Ça veut dire qu'on se met potentiellement en condition de reconfinement parce qu'on n'a pas bien protégé cette population. À cause des lits de réanimation, toujours. Cette population-là, vous devez la protéger quoi qu'il en soit. C'est-à-dire si vous devez faire 3, 4, 5 doses. C'est ce qu'il a dit, Olivier Véran. S'il faut faire 3, 4, 5 doses. Mais pour qui? C'est ça la question. Vous n'allez pas faire une dose tous les 6 mois à des gens, soit à des adolescents, ou à des jeunes gens qui ont certes un risque individuel, mais qui ne mettent pas en danger le système de santé. On y va tout droit. La vaccination des enfants, vous le savez, donc la Haute Autorité de Santé a donné son avis favorable à la vaccination des enfants. C'était très attendu aujourd'hui. Ce n'est pas l'avis ultime. On en attend encore un du comité stratégique de la vaccination qu'attend Olivier Véran pour décider si dès mercredi les enfants vont être vaccinés. Mais donc la Haute Autorité de Santé a dit oui, sans obligation. Elle demande que le pass sanitaire ne soit pas conditionné, bien sûr, à l'injection. Ça concerne, on le rappelle, quand même 5,4 millions d'enfants dans le pays. Et pour la HAS, il faut surtout que ce soit pour des enfants de moins de 12 ans et scolarisés au collège. Mais en gros, pour résumer, le rapport bénéfice-risque est favorable. Vous avez toujours dit, je ne vois pas le bénéfice que ça peut avoir, étant donné que les enfants atteints du Covid ne sont pas gravement malades. Vous réagissez comment? La HAS, elle dit les formes de Covid-19 affectent rarement les enfants, mais lorsque c'est le cas, près de 80% d'entre eux sont retrouvés malades alors qu'ils n'avaient pas de comorbidité, par exemple. Oui, mais enfin, c'est 80% de quelle quantité? Parce que 80% d'une quantité infinitésimale, ça reste infinitésimal. J'ai du mal à comprendre cet argument. Alors si c'est par rapport à l'avis d'avant où ils avaient recommandé sur les enfants qui avaient des formes sévères. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quand je prends mes modèles mathématiques et que je fais des scénarios avec ou sans vaccination des enfants, les courbes sont strictement les mêmes. Donc, toute l'idée de l'impact de vacciner les enfants sur le reste de la population, alors qu'on vient de dire, et que le PDG de BioNTech le dit, que les gens vaccinés transmettaient, il tombe complètement à l'eau. Ensuite, le bénéfice individuel pour les enfants. Ils disent dans les avis que pour l'instant, il y a eu 300 cas de forme de syndrome inflammatoire qui s'appelle le PIMS après le Covid qui inquiète les experts. Et il y aurait eu entre 1 et 3 décès sans qu'on soit sûr que ce soit vraiment lié au Covid. Donc le risque individuel, il existe, c'est un cas pour des millions d'enfants. Dans ce cas-là, qu'on rende la vaccination possible, c'est-à-dire que le pédiatre puisse dire, écoutez madame, il y a un cas sur des millions, est-ce que vous voulez faire le vaccin? Oui, non, moi ça ne me dérange pas, c'est ce que propose la HAS. En revanche, qu'il y ait quelques protocoles que ce soit qui soient basés sur la vaccination dans les écoles, ce serait inacceptable et totalement opposé à toutes les données scientifiques. On va avancer dans un tout petit instant sur le pass vaccinal et le pass sanitaire en entreprise, mais autre argument de la HAS quand même, c'est Omicron, qui vient changer pour la HAS visiblement un peu la donne, puisqu'elle estime que dans le contexte de l'arrivée du variant Omicron, plus contagieux que le variant Delta, on peut donc s'attendre à une augmentation de cas de forme sévère chez les enfants. Oui, c'est un produit en croix, c'est-à-dire que s'il y a plus d'enfants contaminés, mais le problème c'est quand votre risque il est de 0,1, il est sur 3 sur 1 million, c'est la proportionnalité. Même s'il y a plus de cas, vous resterez avec un risque qui est le même, le risque individuel. Donc ça ne change pas la problématique. Je ne pense pas du tout que le sujet soit la vaccination des enfants pour l'instant. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Votre programme avec ACE Crédit, courtier en crédit à vos côtés depuis 1995. Le service gagnant pour vos projets immobiliers, c'est ACE Crédit.